J'ai toujours cru que les vieux objets avaient une âme, une histoire à raconter. Mais ce jour-là, en achetant ce simple manteau usé dans une boutique poussiéreuse du Marais, je ne pouvais pas imaginer qu'il allait réveiller un passé que j'avais voulu oublier et mettre à jour une vérité terrible que tout le monde avait tenté d'enfouir. Je m'appelle Nella, une femme tranquille qui a depuis longtemps dépassé la soixantaine, vivant seule avec ses souvenirs dans la petite maison que m'a laissée mon défunt mari. Pour fuir le tumulte du monde extérieur, j'avais pris l'habitude de me réfugier souvent dans une vieille boutique d'objets anciens du quartier du Marais. Ce jour-là, un de ces après-midi brumeux d'automne, j'avais poussé la porte simplement pour passer le temps, ou peut-être pour toucher un fragment du passé, quand mon regard fut attiré par un manteau bleu marine suspendu tout au fond du magasin. Le manteau paraissait bien vieux, démodé même, mais la texture de sa laine, la solidité de ses coutures disaient qu'il avait appartenu autrefois à quelqu'un d'important, qu'il avait été porté avec soin, témoin sans doute de moments précieux. En le ramenant chez moi pour l'airer un peu, peut-être recoudre un ou deux boutons manquants, je l'accrochai dans ma chambre. C'est en glissant machinalement la main dans sa poche que je fis, sans le savoir, le premier pas vers la vérité glaciale qui allait bouleverser ma vie. Je ne m'attendais qu'à y trouver l'odeur familière du vieux tissu, un mouchoir oublié peut-être, mais lorsque mes doigts effleurèrent un objet dur et anguleux, un frisson me parcourut. Ce n'était pas un débris ordinaire, mais quelque chose de soigneusement plié et dissimulé, comme si quelqu'un avait voulu le cacher pour toujours. Dans ma paume apparut un petit morceau de papier jauni par le temps, aux plis presque effacés, imprégné d'une forte odeur de naphtaline, comme scellé dans sa prison de laine depuis des décennies. Une étrange douleur serra mon cœur. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la personne qui, jadis, avait glissé cette note dans la poche. Avec quelles espérances, quelles larmes, quelle joie! Pendant un instant, j'hésitais à violer un secret trop intime, mais la curiosité prit le dessus. Et lorsque je dépliais ce fragile papier avec la précaution qu'on réserve à une carte au trésor centenaire, j'étais loin d'imaginer à quel passé ces mots, écrits à l'encre pâlie, allaient me ramener. Quand mes doigts tremblants déplièrent entièrement ce petit morceau de papier, l'écriture qui s'y révélait, élégante, mais tracée à la hâte, semblait porter la détresse d'un message lancé dans une bouteille, au cœur d'une tempête, avec l'espoir infime d'être un jour retrouvé. Les mots, d'abord, paraissaient incohérents. Une phrase commençant par « Ne lui pardonne pas, je t'en supplie », suivie d'une adresse et d'une date à moitié effacée, comme si l'encre s'était mêlée à des larmes. Sans le vouloir, j'étais devenu témoin d'un fragment brisé de la vie d'un inconnu. Mais en découvrant dans le coin inférieur de la feuille 2 prénoms minuscules à peine lisibles, j'eus la sensation que mon sang se glaçait instantanément. Ces noms appartenaient à mon propre passé, celui que j'avais enfoui dans les recoins les plus sombres de ma mémoire, jurant de ne plus jamais le réveiller. C'était impossible! Mon esprit me jouait forcément un tour cruel, car sur ce vieux papier, trouvé dans la poche d'un manteau acheté par hasard, étaient inscrits les noms de mon défunt mari, Henri,
est de celle qu'il avait toujours présentée comme la femme de son frère, Claire, une femme envers qui j'avais toujours ressenti une froideur inexplicable. Comprendre que ces deux noms puissent être liés par un secret caché bouleversa tout. Je venais de réaliser que je n'avais pas acheté un simple manteau, mais la clé maudite d'un passé bâti sur le mensonge et la trahison. Je ne sais pas combien de temps je restai immobile dans ce vieux fauteuil, le souffle coupé. Le temps semblait s'être arrêté sous le poids de ces lettres, Henri et Claire. J'ai relu le billet encore et encore, refusant de croire à ce que mes yeux voyaient. L'encre avait pâli, mais la vérité, elle, demeurait intacte. Henri, l'homme avec qui j'avais partagé 20 ans de ma vie, celui dont je pensais tout savoir. Et Claire, cette femme distante qui, lors de chaque dîner de famille, me regardait avec un mépris glacial que je ne comprenais pas. Ce message murmurait que leur lien était bien plus profond, bien plus sombre que ce que j'avais jamais imaginé. Une fraternité de mensonges et de culpabilité. Alors, tous ces repas de famille fins, ces visites obligées, ces sourires figés me revinrent en mémoire. Tout prenait un sens. La colère monta, brûlante. Comment Henri avait-il pu construire toute une vie sur un secret si sale ? Et cette phrase « ne lui pardonne pas » résonnait dans ma tête encore et encore. Qui l'avait écrite ? Était-ce un cri de détresse ? Une demande de vengeance ? Fallait-il ne pas pardonner à Henri, le mari menteur, ou à Claire, la complice? Ce petit morceau de papier, serré dans ma main, n'était plus une simple note jaunie. C'était devenu la preuve tangible du mensonge sur lequel tout mon mariage avait reposé. Le poids concret du secret qu'Henri, mon défunt mari, avait réussi à me cacher toute une vie. Il me collait à la peau comme un boulet de plomb, et je sentais en moi s'effondrer chacune des certitudes auxquelles je m'étais accrochée. Chaque rire partagé, chaque larme versée, chaque souvenir de cette maison me paraissait désormais faux, creux, souillé. Dans ma tête, tout s'éclairait avec une cruauté implacable. Les regards glaciaux de Claire, sa distance et les excuses d'Henri. « Allons, Nella, elle est un peu étrange, c'est ma belle-sœur, sois indulgente. » Prenait maintenant un sens nouveau et terrifiant. Cette femme n'était pas la compagne du frère d'Henri. Elle était sa sœur de sang. Et moi, je n'avais été que la spectatrice naïve d'une comédie familiale sordide. Décider d'aller à cette adresse enflammait mon cœur d'une détermination brûlante. Mais y mêlait aussi une peur viscérale. Que trouverais-je derrière cette porte ?
quel fantôme de son passé s'apprêtait à surgir. Peut-être valait-il mieux laisser les morts dormir et continuer à vivre dans l'ignorance. Mais la phrase du billet « Ne lui pardonne pas » résonnait encore dans ma tête impérieuse. Cette trahison n'était pas seulement la mienne, elle appartenait aussi à l'âme désespérée qui avait écrit ces mots. Non, je ne pouvais plus reculer. Je devais creuser, comprendre, exposer la vérité, quelle qu'en soit la douleur. C'était une dette que j'avais envers moi-même et envers ce fantôme enfermé si longtemps dans la poche d'un manteau. Je me levai lentement. Mes jambes, lourdes de fatigue et d'années, tremblaient sous le poids de ma résolution. Pourtant, la colère m'avait rendue forte. J'irai à cette adresse, je frapperai à cette porte et j'affronterai le passé d'Henri et de Claire, quel qu'en soit le prix. Quand je sortis de la maison, les murs derrière moi semblaient se moquer, imprégnés des souvenirs mensongers de notre vie commune. Sur mes épaules pesaient non seulement les années, mais aussi le fardeau d'une trahison tout juste révélée. Dans le taxi, le vrombissement du moteur résonnait comme un écho lointain. Le monde extérieur me paraissait désormais étranger, inutile. Mon esprit tout entier était rivé à l'adresse inscrite sur le billet, un quartier ancien, oublié, du centre de Paris. Plus on s'en approchait, plus mon cœur battait à se rompre. Je ne savais pas si j'allais trouver Claire vivante ou seulement les débris d'une vie éteinte. Lorsque nous arrivâmes, enfin, je découvris une rue figée dans le temps, des façades lépreuses, l'odeur de l'humidité, des visages marqués par la fatigue. Cet endroit contrastait violemment avec le confort bourgeois dans lequel Henri m'avait fait vivre. Pourquoi son secret s'était-il enraciné ici ? Ma canne frappait les pavés inégaux, brisant le silence pesant de la ruelle. Puis, au détour d'une porte, je vis le numéro. Une vieille maison à 2 étages, en bois, dont la peinture s'écaillait, les fenêtres closes depuis des années. C'était là, et je sentis que la vérité m'attendait derrière cette décrépitude. J'étais devant la porte du plus grand mensonge de ma vie. Je compris que la frapper serait clore un chapitre, mais peut-être aussi ouvrir un cauchemar dont je ne reviendrai pas. Pourtant, je levai la main, tremblante, obstinée, et laissai le métal froid heurter la porte. Le son du heurtoir résonna comme un glas, la fin d'une illusion, le début d'une autre nuit. Le bruit du heurtoir résonna dans toute la maison, étouffé, profond, comme si l'écho avait réveillé un géant endormi depuis des décennies. Derrière la porte, le silence était si dense, si lourd, que je crus un instant que la maison était vide, que je m'étais laissé entraîner ici par une illusion, une folie née du chagrin et du passé. Les secondes s'étirèrent comme des minutes. J'allais renoncer, tourner les talons, lorsque je perçus, juste derrière le bois, un froissement, le bruit traînant de pas lents et incertains. Ce n'était pas une voix, pas un « qui est là », mais un son bien plus inquiétant, celui d'une présence épuisée, d'une vie réduite à une respiration. Mon cœur battait au rythme de ses pas hésitants. Puis vint le cliquetis métallique d'une chaîne rouillée, tirée avec peine par des mains faibles, tremblantes. Ce bruit me fit frissonner. Je compris que derrière cette porte ne m'attendait pas Claire, mais quelque chose de bien plus sombre. La porte s'ouvrit enfin, dans un grincement d'une lenteur funèbre, comme le couvercle d'un vieux cercueil. La première chose que je vis fut l'obscurité. Puis, au fond de cette obscurité, 2 yeux pâles, creusés dans un visage ridé,
fixait sur moi avec la terreur d'un fantôme qui reconnaît soudain le monde des vivants. Ce n'étaient pas les yeux de Claire. Dans l'embrasure se tenait une femme que je ne connaissais pas, un corps frêle, presque squelettique, vêtu de haillons, les mains tremblantes sur le chambranle. Son apparition me glaça. C'était le premier mystère, la première énigme sur ce chemin vers la vérité. L'adresse du billet était la bonne, mais cette créature misérable n'avait rien à voir avec la Claire que j'étais venu affronter. Je n'osais pas prononcer son nom. Le souffle de moisissure et d'humidité me monta à la gorge. La vieille femme tremblait, comme si elle avait devant elle une revenante, ou la dette d'une vie entière revenue frapper à sa porte. Son regard mêlé de peur et de honte me fit comprendre qu'elle me prenait pour une menace, et cette idée me déstabilisa plus encore. Je rassemblai mon courage, avalai la boule qui me serrait la gorge, et d'une voix tremblante, je murmurai « Pardonnez-moi, je cherche Madame Claire Lemoine, c'est l'adresse qu'on m'a donnée. » Le nom sembla la frapper comme une pierre. Son visage, déjà pâle, se figea. L'effroi céda la place à une reconnaissance douloureuse. Elle voulut reculer, mais ses jambes la trahirent. Ses doigts s'accrochèrent au montant de la porte, cherchant à ne pas s'effondrer. Je compris alors que j'étais au bon endroit, mais que la femme que je cherchais n'existait peut-être plus. D'une lenteur solennelle, je sortis le billet de ma poche et le tendis vers elle. « J'ai trouvé ceci dans la poche d'un vieux manteau, dis-je. Il y a dessus les noms d'Henri et de Claire. » À ces mots, son visage se vida de toute couleur. Ses lèvres tremblèrent et dans un souffle presque inaudible, elle murmura « Le manteau !» Puis son corps se déroba. Elle s'écroula à mes pieds, inerte. Au moment où la femme s'effondra à mes pieds, murmurant dans un souffle à peine audible « le manteau », la scène sembla se figer. Son corps frêle s'affaissa comme un sac vide et la panique me saisit d'un coup, violente, brûlante, si forte que je n'entendis même pas ma canne tomber sur le sol. Mon esprit paralysé refusait d'admettre que la créature qui respirait encore quelques secondes plus tôt gisait maintenant là, inanimée, à cause de moi, à cause de ce passé maudit que j'avais ramené jusqu'à sa porte. « Madame, est-ce que vous m'entendez ?» Ma voix résonna dans le vide, rauque, désespérée. Je me penchai vers elle, la douleur me traversant le dos, mais je ne pensais qu'à une chose, sentir un souffle, une trace de vie. La porte, désormais grand ouverte, me dévoilait l'intérieur de la maison, ou plutôt ce qu'il en restait. Une obscurité dense, un air rance, saturé d'humidité et de putréfaction. Sous ma main, son front était glacé, et pour la première fois, je vis clairement son visage, un visage raviné,
marquée non seulement par l'âge, mais par des années de détresse, de faim, de solitude. C'était une carte de douleur, gravée dans la peau même, et à mesure que je l'observais, je comprenais que cette femme ne pouvait pas être claire. « Réveillez-vous !» dis-je en la secouant doucement. Mon regard parcourut la pièce. Ce n'était pas un lieu de vie, mais un tombeau. Des journaux jaunis étalés au sol, des assiettes sales empilées, des toiles d'araignée pendues au mur. Le temps s'était arrêté ici depuis longtemps. Et soudain, je compris. Le manteau que j'avais acheté n'était pas seulement le témoin d'un secret, mais le cri enfermé de cette femme ou d'une autre avant elle. Le billet n'était pas une simple mise en garde sur Henri et Claire, c'était un appel au secours, peut-être le dernier. Je ne pouvais pas la laisser mourir là. Je criais son nom sans le connaître, ma voix se perdant dans le couloir étroit, sans réponse. Son visage, blanchi comme du plâtre, baigné dans la lumière pâle de la rue. Elle ressemblait déjà à une morte. Je me tournai vers la fenêtre. Rien. Personne. Pas une âme dans cette rue déserte. Il ne me restait qu'une solution. Entrer dans la maison, chercher de l'eau, n'importe quoi qui puisse la ranimer. M'appuyant contre le mur, je franchis le seuil. L'air à l'intérieur était irrespirable, un mélange de moisissure, de nourriture en décomposition, de tristesse ancienne. Sous mes pas, le sol collait, mes doigts glissaient sur les murs à la recherche d'un interrupteur, mais je ne trouvais qu'une épaisse couche de poussière. Peu à peu, mes yeux s'habituèrent à la pénombre. Le couloir n'était pas seulement sale, il était encombré d'objets, d'amas sans nom, comme si toute une vie s'était lentement désintégrée ici. Et puis, je la vis. Une photo encadrée, pendue de travers au mur. Je m'en approchai. Le verre était fêlé, recouvert d'une pellicule de poussière. Quand je reconnus le visage sur l'image, mon sang se glaça. C'était Henri, mon mari. Son sourire, figé dans le passé, me transperça. Mais la femme à côté de lui, celle qui posait la main sur son épaule, son visage avait été gratté, effacé avec rage, comme si quelqu'un voulait l'arracher de l'histoire. En fixant ce sourire familier derrière la vitre fêlée, celui d'Henri et ce visage à côté de lui, gratté, mutilé jusqu'à disparaître, je compris que je n'étais pas seulement témoin d'une photo abîmée, mais d'un acte de haine. Ce n'était pas une simple rature, c'était une tentative d'effacement, une cérémonie de rage, une volonté de supprimer quelqu'un de la mémoire même. Je ne savais pas encore qui était la femme ainsi effacée, mais je sentais au plus profond de moi que ce geste portait la marque du secret d'Henri. Un gémissement faible me ramena à la réalité, celui de la vieille femme étendue sur le seuil. Je sursautai, lâchant presque le cadre que je tenais. Cette femme, ce témoin vivant du passé, était peut-être en train de mourir à mes pieds pendant que je contemplais les fantômes d'une autre vie. Et si la main qui avait gratté cette photo était justement celle qui reposait là, inerte ? De l'eau, il faut que je lui trouve de l'eau, murmurai-je.
Je m'enfonçais plus loin dans le couloir, tâtonnant dans l'obscurité. La première porte céda sous ma poussée, une cuisine, ou plutôt un champ de ruines. Des restes de nourriture pourrissaient au sol, des assiettes couvertes de moisissures s'empilaient sur un évier encrassé. Rien ici ne laissait penser qu'un être humain pouvait encore y vivre. J'ouvris le robinet, un râle dans les tuyaux, puis un filet d'eau brunâtre, métallique. J'attrapai un verre ébréché, couvert de poussière, et le remplis tant bien que mal. En hésitant à lui faire boire ce liquide douteux, mon regard tomba sur une boîte de médicaments posée sur le plan de travail. Je reconnus aussitôt son étiquette, le même traitement cardiaque qu'Henri prenait autrefois. Mon cœur se serra. Ce n'était plus un hasard. Henri avait connu cet endroit. Il y avait vécu, peut-être malade, peut-être seul, dans ce taudis, à quelques rues de notre maison, sans que je ne le sache jamais. Deux vies parallèles, une propre et lumineuse, l'autre cachée dans la crasse. Je saisis le verre et regagnai le couloir en trébuchant. Mes jambes fléchissaient, ma tête bourdonnait. Si cette femme n'était pas Claire, alors qui était-elle ? Quelle part de la vérité portait-elle encore ? Je m'agenouillai à nouveau près d'elle. Ma main tremblait en approchant le verre de ses lèvres. L'eau sale coula sur son menton, mais elle remua légèrement. Ce geste n'était pas seulement un secours, c'était un acte de revanche. Je voulais qu'elle revive, qu'elle parle, qu'elle m'explique pourquoi Henri avait vécu ici et avec qui. Peut-être fut-ce la fraîcheur de l'eau, ou ma voix murmurant son nom, mais ses paupières frémirent. J'avais toujours la boîte de médicaments dans ma main. Pris de panique, je la glissai dans ma poche à côté du billet. Elle ne devait pas savoir ce que je savais. Ses yeux s'ouvrirent enfin. Ce n'était plus la peur que j'y lus, mais une fatigue immense, une résignation presque paisible, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie, celui où la vérité viendrait frapper à sa porte. Je m'agenouillais, mon oreille tout près de ses lèvres bleues. Sa voix était un souffle brisé, presque un râle. « Le manteau, dit-elle. Alors, tu l'as retrouvé. » Un silence, puis dans un murmure. Je savais que c'est Claire qui l'avait suspendu là. Le murmure à peine audible qui sortit de sa bouche, je savais que c'est Claire qui l'a mise là, explosa dans le couloir humide comme une charge, pulvérisant en moi toutes les certitudes. Autrement dit, le manteau n'était pas tombé là par hasard. Il avait été pendu, placé comme un piège ou une preuve par Claire, la femme que j'avais toujours connue froide et distante. Mon esprit se mit à tourbillonner à une vitesse terrifiante. Si c'était Claire qui avait accroché le manteau, qui avait alors écrit cette supplique « Ne lui pardonne pas » griffonnée sur ce petit papier? Était-ce un appel à la vengeance, un cri d'aide? Et qui réellement méritait de ne pas être pardonné? Henri, l'homme qui avait bâti sa vie sur des mensonges, ou Claire elle-même, au centre de ce complot? La colère me rappela à l'ordre. Sans plus de douceur, je saisis son poignet osseux. « Parlez !»
m'emportai-je. Qui êtes-vous? Pourquoi Claire aurait-elle pendu ce manteau-là? Et vous, comment connaissez-vous Henri? Sous le poids de mes questions, elle baissa les yeux, comme si la force lui manquait pour soutenir la vérité. Puis, lentement, ses regards quittèrent mon visage pour se fixer sur l'obscurité béante de la pièce à moitié fermée derrière elle. Tout en elle semblait dire que toutes les réponses que je cherchais se cachaient là-dedans, dans cette chambre qui jusqu'alors n'avait été pour moi qu'un trou noir. Avec un effort monumental, elle leva un doigt griffu et pointa vers la porte. Sa voix faible comme un souffle balbutia. Là, à l'intérieur. Cela tomba dans mon esprit comme un sceau. À cet instant, je compris que la photo raturée au mur, la boîte de médicaments sur le plan de travail et la misère de cette femme n'étaient pas des indices isolés, tout était relié et tout menait à cette pièce. Mon corps se figea, le mot résonna encore et encore, mais je ne savais pas si derrière cette porte m'attendait un être vivant, un cadavre soigneusement caché, ou un secret si monstrueux qu'il me briserait l'esprit. Je jetai un dernier regard à la vieille étendue devant moi. Elle flottait au bord de la conscience. Ses paupières se refermaient. Elle n'avait plus la force de me guider davantage. La responsabilité de tirer ce mystère au grand jour, le fardeau que le manteau et la note m'avaient imposé, reposait désormais entièrement sur mes épaules. Je m'appuyais contre le mur crasseux, refusant d'écouter la douleur dans mes articulations, et me relevais. Ma canne, oubliée près de l'entrée, m'était inaccessible. Sans aide, sans soutien, je devais pourtant avancer. Chaque pas dans le couloir me sembla s'enfoncer dans la vase. Mes yeux ne captaient que la mince ouverture de la porte. Mes oreilles guettaient le moindre souffle, le moindre son qui trahirait une présence. Seule venait la puanteur sourde d'un abandon ancien. Arrivé enfin devant l'embrasure, je posai ma main tremblante sur le bois froid et poussai. Le gondolement lent du battant fit naître un grincement long, comme si j'ouvrais le couvercle d'un cercueil. L'obscurité se répandit dans le couloir, m'attirant, m'avertissant. Et je passai le siole, prêt ou condamné à découvrir ce que la pièce renfermait. Alors que j'étais sur le point de pousser la porte et d'entrer dans ce vide sombre, une odeur me sauta au visage, bien plus lourde, plus âcre que celle de la cuisine ou du couloir. Ce n'était pas seulement la moisissure ou les ordures, c'était l'air d'une pièce restée fermée des années, l'odeur d'un corps épuisé qui aurait été abandonné là, la puanteur d'une désespérance accumulée. Ce parfum me dit aussitôt que ce qui m'attendait à l'intérieur n'était pas un objet inanimé, mais quelque chose ou quelqu'un d'extrêmement humain et brisé. Quand mes doigts trouvèrent enfin l'interrupteur froid et que l'ampoule faiblarde se mit à trembler, la pièce se dévoila. Ce n'était pas une chambre, c'était un tombeau. Les murs étaient noircis par l'humidité, des haillons jonchaient le sol. Dans le coin le plus reculé, sur une natte sale étendue au ras du sol, se devinait la silhouette d'un corps. Sous la lumière jaune, cette chose recouverte d'une vieille couverture semblait n'être plus qu'un squelette. Immobile, silencieuse, elle donnait l'impression qu'on m'avait indiqué autre chose qu'un vivant. Un cadavre peut-être, ou bien l'épave d'une vie.
Mon pas hésitant fit bruisser les détritus et je m'approchai, le cœur serré. Quand la couverture se creusa sur un visage, quand j'aperçus les cheveux emmêlés et les pommettes effondrées, il me fallut quelques secondes pour comprendre. Non, c'était impossible. L'être desséché, étendu là, si amaigli, si méconnaissable, était Claire, la sœur que Henri m'avait toujours présentée d'un ton distant et supérieur. Ce que je voyais refusait de se conformer à la femme orgueilleuse et droite que j'avais connue. C'était une créature sortie d'un camp, un cadavre vivant accroché aux dernières miettes d'existence. Et tout éclata en moi. La vieille femme effondrée sur le seuil n'était pas une victime innocente, mais la geôlière, la bourrelle, celle qui avait enfermé Claire ici, l'avait abandonnée à la faim et à la soif. Les éléments de la scène prirent sens d'un seul coup. Les boîtes de médicaments vides, les restes de nourriture desséchés, la fenêtre bâclée pour empêcher la lumière d'entrer, tout disait que ceci n'était pas une chambre de malade, mais une prison. Claire avait été laissée pour mourir ici. Le puzzle infernal s'acheva dans mon esprit. La femme affaissée dans le couloir était la bourrelle, prise de panique par la venue de la vérité. Claire était la captive. Le petit billet glissait dans la poche du manteau. Ce « ne lui pardonne pas » sonnait désormais comme le dernier appel de Claire. Mais envers qui la colère devait-elle se tourner? Contre la femme qui l'avait enfermée? Contre Henri, dont le sourire figé sur la photo et la boîte de médicaments dans la cuisine laissait entendre qu'il savait, ou pire, qu'il avait participé? Au moment précis où le corps de Claire remua faiblement et qu'un râle sec s'échappa de ses lèvres desséchées, la stupeur et la peur firent place à une colère glacée et à une soif de vérité. Je m'agenouillai près d'elle, posai ma main osseuse sur son épaule et murmurai « Claire, je suis Nella, la femme d'Henri. Il faut que tu me dises qui t'a fait ça !» Dans le couloir, j'entendis le froissement annonciateur. La vieille femme qui gisait là-bas reprenait un peu conscience. Le destin venait de me confier la tâche d'extraire la vérité de ce trou noir où elle avait été enfouie. Les froissements venant du couloir, signe que la femme évanouie reprenait peu à peu conscience et tentait de se relever, me parvenaient comme des coups, alors que, dans la chambre figée par le temps, j'étais rivé au dernier souffle presque expirant de Claire. À quelques secondes près, la geôlière, la femme de la porte, allait intervenir pour m'empêcher d'entendre ce que le secret d'Henri allait enfin confesser. J'avais besoin, coûte que coûte, d'entendre le dernier souffle de Claire. Quand ses paupières crevées s'entr'ouvrirent enfin sous ma supplique, « Parle !» Je ne vis pas mon visage dans ses yeux, mais la terreur qu'elle percevait derrière moi, dans l'embrasure de la porte. Elle avait si peur que son corps squelettique se raidit sur la natte sale, et en cet instant, je ressentis jusqu'aux moindres fibres de l'horreur de sa longue captive. En approchant mon oreille de ses lèvres desséchées, j'entendis un souffle, puis un nom, Marie. Ce nom était la clé invisible qui liait la photo grattée au mur, la boîte de médicaments sur le comptoir et ce corps réduit à l'os. Je mourais d'envie de savoir qui était Marie, quel lien elle avait avec mon mari et avec Claire. Ne pouvant plus perdre une seconde, je pressai sa main osseuse et dis, la voix nouée, « C'est toi qui as écrit cette note ? Le ne lui pardonne pas, c'était toi? C'est toi qui as fait accrocher le manteau? Mais pourquoi, Henri? Quel crime m'a-t-il commis ?» Les yeux de Claire quittèrent la porte et se fixèrent enfin sur moi. Pour la première fois, elle me regarda vraiment, me fixa dans les yeux de la femme qui avait vécu dans le mensonge. À l'instant même où elle s'apprêtait à chuchoter la dernière vérité, l'éclairage chancelant de la pièce fut brusquement obscurci par l'ombre venant du couloir. Je tournai la tête. La femme de la porte, Marie, se tenait debout, accrochée au chambranle. Son regard était une haine pure. Et pire encore,
Ma canne en chêne, celle qui m'avait soutenue toutes ces années, gisait là, près de l'entrée, et maintenant elle était entre ses mains, dressée comme une arme. Voir Marie, silhouette fantomatique sur le seuil, pointer ma propre canne contre moi, me révéla combien la malédiction de cette maison ne vivait pas seulement dans le passé, elle agissait ici et maintenant en me menaçant avec l'objet même de mon appui. Alors, la garce a enfin retrouvé le manteau et t'a envoyé jusqu'ici, cracha Marie, un sifflement venimeux. Sa haine dirigée vers Claire faisait d'elle non seulement une geôlière, mais une sadique qui prenait plaisir à cette torture. Je réalisai que, dans la dynamique tordue de ces deux femmes, je n'étais plus qu'une victime. Une force étrange me traversa. La femme trompée, la pauvre créature que j'avais été, semblait mourir en moi sous les coups de la colère accumulée. D'un ton dur, surpris moi-même par la fermeté de ma voix, je demandai « Qui es-tu ? Quel est ton rôle dans ce secret ? Où as-tu pris le droit de faire subir cela à la sœur de mon mari ?» Le rire grincé, dentelé de Marie résonna dans la chambre putride. « Tu te crois encore la femme de cet homme ? Sa seule vraie famille est ici, sa vraie femme, sa maudite sœur, c'est moi, tu comprends ? Toi, tu n'étais que la vitrine. » Cette révélation ne fit vaciller. La femme évanouie sur le seuil. Ma geôlière était la femme secrète d'Henri et la belle-sœur de Claire. Étourdi par cet aveu, je vis Claire, avec un dernier souffle, la main osseuse pointée sous la natte. Quand Marie comprit le geste, une lueur folle éclaira ses yeux. Pour empêcher le secret d'éclater, elle leva ma canne comme une arme et en hurlant « Tu ne la touches pas !» se précipita sur moi. Le cri de rage de Marie résonna dans ma tête, tandis que la canne de chêne, ma canne, s'abattait sur mon bras avec une violence telle que la douleur me coupa le souffle. Le choc fut si brutal que je n'entendis même pas le bruit sourd de l'objet tombant au sol. Mon seul souvenir de cet instant fut la pensée absurde que le bâton sur lequel j'avais reposé toute ma vie servait désormais d'arme à une meurtrière pour m'achever. À terre, le corps brisé, j'aperçus Marie lever la canne à nouveau, visant ma tête. Je crus que tout allait s'arrêter là, dans cette pièce moisie. Mais soudain, Claire, gisante sur sa natte, rassembla l'infime reste de sa force. Son bras squelettique se tendit et agrippa le poignet de sa bourrelle avec une vigueur insoupçonnée. Marie hurla, vacilla. Ce dernier élan héroïque de Claire me donna quelques secondes précieuses. Ignorant la douleur de mon bras, je me traînais jusqu'à la natte et glissais ma main sous le matelas à l'endroit qu'elle m'avait désigné. Mes doigts touchèrent une surface froide, rugueuse, verrouillée, une boîte en bois. Tandis que je l'extrayais de son repère, Marie, libérée de l'étreinte mourante de Claire, se jeta sur moi de tout son poids. Nous roulâmes dans la saleté, moi tenant dans une main la boîte, qui contenait, je le savais, les secrets de mon mari, et dans l'autre repoussant les doigts de la tueuse qui serrait ma gorge. Ce n'était plus seulement une lutte pour la vérité, c'était une lutte pour la vie. Alors qu'elle m'étranglait, mon regard croisa celui de Claire. Son visage exsangue s'apaisait, un étrange calme s'y installait. Et dans ce silence, j'entendis un souffle
un murmure, comme s'il venait d'une autre dimension. La boîte, elle n'appartient pas à Henri. Elle est à moi, la preuve du meurtre. Ces mots explosèrent dans ma tête. Mon mari n'était pas le menteur que j'avais cru. Il était la première victime de cette maison. Les doigts de Marie sur ma gorge devinrent alors le prolongement de ceux qui, autrefois, avaient ôté la vie à mon époux. Je compris que je ne me battais plus pour moi, mais pour Henri, pour son honneur volé, pour Claire, morte à mes côtés. Dans un dernier sursaut, mû par une rage froide, je brandis la boîte comme une arme et la lui abattis sur la tempe. Le bruit sec du choc résonna dans la pièce. Marie resta figée un instant, stupéfaite, avant de s'écrouler, inerpe, son corps massif retombant entre moi et Claire. Haletante, la gorge en feu, je me redressai contre le mur. Sous la lumière tremblotante, la scène ressemblait à un jugement dernier. D'un côté, le visage paisible de Claire, libéré, de l'autre, le corps inerte de sa bourrelle. Mes mains tremblaient lorsque j'ouvris la boîte. Le vieux verrou rouillé céda. Pas d'argent, pas de bijoux, seulement une poignée de lettres jaunies, des photos d'Henri et Claire jeunes, et surtout une page de journal griffonnée de la main de Marie. Il a tout dépensé pour cette sœur maudite. L'argent était à moi. Alors je l'ai fait payer, goutte après goutte. Le sens me frappa en plein cœur. Les médicaments d'Henri n'étaient pas des remèdes, mais un poison lent administré par celle qui se disait sa femme. Mon mari avait caché Claire ici pour la protéger de Marie, et le manteau que j'avais trouvé n'était pas une relique, c'était son dernier cri de détresse. Au loin, des sirènes commencèrent à hurler. Les voisins avaient entendu la lutte. Les lumières bleues et rouges se reflétaient déjà dans les vitres sales, illuminant tour à tour le visage paisible de Claire et celui livide de Marie. Et moi, au milieu de ces deux femmes, la boîte entre les mains, je compris que je ne tenais pas les ruines d'un mensonge, mais les preuves d'un sacrifice de 20 ans.